Salut les amis et bienvenue sur ce nouvel épisode de Tipeee and Friends. Mon invité a plutôt l'habitude d'être de l'autre côté du micro, c'est-à-dire que c'est lui qui mène les interviews en temps normal. Il m'a avoué n'être pas très à l'aise à l'idée d'être interviewé car il n'aime pas trop parler de lui-même. Mais j'ai un petit peu insisté, surtout que ça s'est fait de manière spontanée lors d'une discussion. Je suis donc très heureux de recevoir Laurent Metropolis, un sacré bonhomme avec une histoire très intéressante, vous allez le voir, un parcours incroyable dans cette scène underground, un activiste de longue date et qui a pu s'illustrer à travers plusieurs activités. Je vous laisse donc faire connaissance avec Laurent. Et encore une fois, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien, les partages, les likes, ceux qui mettent un peu de sous sur la cagnotte Tipeee. Très apprécié tout ça. Voilà, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Je vous laisse maintenant avec Laurent qui va nous conter un petit peu ses aventures. Salut. Salut Laurent, bienvenue dans mon podcast Ghetto comme j'aime l'appeler. Fait avec 3 bouts de ficelle mais avec beaucoup de cœur. Donc je vais te laisser te présenter dans un premier temps parce que l'idée c'est qu'on parle pas mal de toi. Écoute, merci de m'avoir invité. Ça s'est fait vraiment spontanément et c'est ça qui me plaît. On parlait de choses et d'autres et puis blam, si tu venais au podcast, écoute, me voilà. Que dire? Écoute, je suis fan de métal. Je n'écoute pratiquement que ça depuis 82 maintenant. Depuis 1982. Et j'ai toujours allié ma passion au journalisme. J'adore écrire, faire des émissions de radio. Et du coup, voilà, c'est ma vie. Parallèlement à ça, je joue de la batterie. J'ai commencé en 83, donc un an après que je sois tombé dans la marmite métal. Et du coup, j'aime bien écrire également sur la batterie. Je n'ai plus trop de groupes en ce moment, mais la passion de la batterie ne m'a pas quitté non plus. Donc, ce sont plusieurs choses comme ça qui tombent, qui se mélangent. Et fan de musique, fan de concert, fan d'écriture, fan de l'instrument de musique, la batterie, tout ça, voilà. Et ça m'occupe en dehors de mes activités professionnelles et de ma vie privée. Effectivement, tout tourne autour de ça, quoi. Écoute, ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu analyser les pièces du puzzle. Oui. Et pour commencer, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, tu disais que tu avais commencé en 82 à écouter ce style de musique. C'est quel groupe ou quel artiste qui t'a fait venir vers ça? Et qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Ça a été d'abord visuel. Je me souviens, j'avais 11 ans en 81, donc je vous laisse faire le calcul. J'étais dans le sud de la France et j'étais pas à Avignon, mais il y avait une affiche d'Iron Maiden, tournée Killers, qui passait à Avignon. Et j'ai vu cette Eddie avec une hache, c'était la pochette de Killers. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc j'étais déjà fasciné par ça. Et avant même que je ne connaisse Iron Maiden, c'était extrêmement bien distribué dans les supermarchés, aussi bien les cassettes audio que les vinyles. J'allais aux prises uniques du coin, tu vois que ça date pas d'hier, et j'admirais les pochettes. Les gamins adorent les monstres, hein, tous les jouets sont monstrueux et vraiment visuellement, ça, sans écouter, ça m'a bluffé. Mais ouais. Pour peu que tu sois fan de comics, déjà, tu peux être intéressé aux pochettes de métal. C'est un peu ce qui a été. Mais je te laisse finir, excuse-moi, je t'écoute. Non, il n'y a pas de souci. Et en fait, bizarrement, le premier qui m'a fait découvrir un clip d'Iron Maiden, c'est quelqu'un que je n'aime pas beaucoup parce qu'il tourne le métal en dérision. Mais il a eu le chic d'être l'un des premiers à diffuser à la télévision des clips de métal. Je veux parler de Philippe Manœuvre et de son émission Les Enfants du Rock. Et j'ai découvert en 82 Run to the Hills, le clip. Et j'ai complètement flashé. Et ça passait entre 22 et 23 heures. Et parallèlement à ça, ça devait être pendant l'été 82, puisque c'est un copain que je voyais que pendant l'été à la plage. Et c'était un Parisien, moi j'étais encore du Sud, et il vient avec une cassette enregistrée de Kiss.
Dessus, je me souviens, il y avait I Was Made for Loving You et Love Gun, donc c'est pas du tout les mêmes albums, ça devait être une compile, et j'ai adoré. Et c'est devenu une obsession, j'ai voulu avoir du Kiss. Et je me suis acheté Dynasty, puis la compile Killers, puis Creatures of the Night. Parallèlement à ça, j'ai acheté The Number of the Beast, et très peu de temps après Killers. Et voilà, de fil en aiguille, ça m'a mis le pied à l'étrier. Voilà. D'accord. Et quand tu as acheté The Number of the Beast et que tu as acheté juste après Killers, tu savais que c'était pas le même chanteur ou ça t'avait pas choqué sur le moment? Non, j'ai découvert ça au fur et à mesure. J'ai découvert effectivement Dickinson et très peu de temps après Diano. Il suffisait de voir les photos, effectivement, c'était pas le même. Mais pour moi, c'était la même éclate parce que c'était plein de rebondissements, c'était très progressif. On s'attendait pas. C'est pas comme du AC/DC. On s'attendait pas quand on connaissait pas le morceau à ce qui se passerait. C'était des chansons passionnantes. En plus, elles étaient tellement compliquées, j'avais tellement de mal à comprendre ce qui se passait à l'époque que chaque écoute était une redécouverte. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Et d'ailleurs, à la batterie, je pleurais un peu auprès de mon prof de batterie parce que je voulais jouer le morceau Killers. Et c'était en 83 déjà. Et j'avais dit, Pascal, c'est inaccessible ce truc-là, je n'y arriverai jamais. Il me dit non, tu y arriveras. C'est pas facile, même pour moi, c'est difficile, mais c'est pas inaccessible. Ouais, il avait raison, il faut y croire. Pourtant, Clive Burr, c'était un excellent batteur, mais c'est pas non plus un académicien, quoi. Il jouait avec les tripes. Non, mais c'est surtout quelque chose qui est inimitable. Il y a un plan sur sa main dans le clip live de Rothschild, qui est considéré comme un clip officiel, c'est le Live at the Rainbow, où tu vois sa main jouer à une main, Rothschild, sa main droite. Mais qu'est-ce que c'est véloce, qu'est-ce que c'est fluide, qu'est-ce que ça groove. La plupart des batteurs que je vois, ils s'emmerdent pas, ils jouent à deux mains. Ou alors ils sont tellement rigides au niveau de la main que y a pas ce swing là. Moi, ce que j'aime dans Clive Burr, c'est que ça s'écrit pas, c'est lui et il est le seul à pouvoir le faire. Je t'avoue que quand j'étais plus jeune et que la première fois que j'ai voulu jouer Rothschild, j'ai fait l'erreur de le jouer à deux mains. Puis j'ai vu le clip et j'ai fait ah ouais. Oui. Et ça a l'air facile pour lui, hein. Oui. Et il y a aussi, il a un sacré poignet droit parce que en fait, il y a aussi ce clip à Top of the Pops qui est en playback de Running Free. Et il fait le shuffle au tom bass et extrêmement rapidement et c'est d'une souplesse. J'ai jamais su comment il faisait. Et il y a aussi un autre truc qui pourrait augmenter la difficulté, c'est que il joue charlet ouvert. Et ce type de jeux sont plus difficiles avec un charlet qui bouge dans tous les sens. Donc effectivement, Clive Burr, c'était une référence. Oui, parce que c'est quand même, c'est quand même un jeu baveux, c'est quand même du heavy metal. Donc il jouait charlet ouvert et de temps en temps, il arrêtait le charlet, ce qui faisait l'accentuation. Il arrêtait au pied la résonance du charleston. Et c'est un peu une accentuation, mais inversée. D'habitude, tu joues charlet fermé, tu ouvres pour faire l'accentuation. Lui, c'était l'inverse. Il jouait charlet ouvert, et pour accentuer, il arrêtait la vibration, il reprenait après. Et c'est pas un manchot qu'il a remplacé, mais c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Déjà, il y a une grosse différence entre Clive et Nico. Tu vois, quand tu vois les rythmes galopants à un pied de Nico, Clive ne faisait pas ça. Nico avait mis un point d'honneur. Déjà, il détestait la double pédale. Il avait un pied droit qui était très véloce et il avait mis un point d'honneur à respecter tous les coups que donnait Steve Harris. Clive Burr, malgré toutes les qualités qu'il avait, n'avait pas un pied droit assez véloce. Il avait plutôt tendance à donner une grosse caisse sur tous les temps. Mais le rythme galopant, on l'entendait au charlet sur The Number of the Beast. En revanche, ça, c'était du pur Nico, mais
c'était pas le truc de Clive. Donc, si Clive était resté, ça aurait tourné autrement. Il y aurait peut-être eu moins de fusion, moins d'accords avec Steve Harris. Oui. Voilà. Sur Killers, il y a un morceau instrumental où c'est quand même assez rapide à la grosse caisse. C'est l'instrumental, c'est... Gengis Khan? Peut-être. Ouais. Où il y a effectivement le rythme ternaire que depuis tout le monde joue à la double grosse caisse, touk touka touk touk touka touk touk. Ah oui. Et lui, il le fait hyper rapidement, comme si c'était. Donc, c'était pas non plus. Il était pas mauvais à la grosse caisse, peut-être moins doué que Nico McBrain, mais on va pas le nommer de rigueur. Et d'ailleurs, désolé aux auditeurs qui ne sont pas batteurs, mais là, vous allez en chier avec nous. Ce que je pense aussi, c'est que jouer avec Steve Harris, ça te pousse. Ça, forcément, il aurait dû suivre. Il aurait été obligé de suivre. Bon, oui. L'expérience a montré que il a arrêté avant. Oui, peut-être qu'il était cramé avec Maiden, parce que c'était un rythme insoutenable à l'époque. C'était même pas ça. Quand on lit la bio de Run to the Hills, il faisait la fête avec Paul Di'Anno. C'était vraiment des compères de beuverie. Il faisait les nightclubs pendant que les autres se reposaient après le concert, tu vois. Et surtout en Amérique, ça lui a tourné la tête. Il y avait beaucoup trop de choses à faire et il assurait plus, tout simplement. D'accord. Mais à la rigueur, c'est bien qu'il ait pas continué avec Maiden, mais il aurait pas pu continuer de toute façon, puisque quelques années après, il a joué avec Praying Mantis. C'était vers les années 87-88. Et ce que m'avait expliqué un jour Dennis Stratton, qui avait joué avec Praying Mantis aussi, c'est qu'il avait déjà des trous de mémoire. C'était le début de ses problèmes, sclérose en plaques, etc. Et il avait des notes sur scène. Il avait des pense-bêtes, il avait un cahier. Il n'arrivait plus à se souvenir des chansons et de ses partitions. Donc la dégénérescence a commencé assez tôt, en fait. Donc de toute façon, il n'était pas voué à faire carrière. Non, on l'a retrouvé après dans Desperado avec Dee Snider. Exact. Mais c'était anecdotique, même si c'est un album correct. Hein. Alors en fait, ça aurait dû être un album, un début de carrière, un vrai début de carrière. En plus, c'était Dee Snider qui essayait de sortir du carcan Twisted Sister pour relancer sa carrière. Le problème, c'est qu'il y a eu des embrouilles avec la maison de disques et l'album n'est jamais sorti. Enfin, n'est pas sorti en temps voulu. Il est sorti 5-6 ans plus tard. Moi, je me rappelle avoir entendu parler de cet album vers 96 ou 97. Hein. Ouais. À ce moment-là qu'il est sorti, ou si c'était une réédition, mais... C'était une réédition. En fait, l'album existait depuis bien avant. Et en fait, il a formé Widowmaker. Il a profité du succès d'estime de Widowmaker pour sortir son album. Apparemment, les droits s'étaient débloqués. C'était le label Cléopatra, un label un petit peu filou qui te sort des albums un peu en underground, pas toujours sans forcément les droits. Et effectivement, c'est sorti après Widowmaker, je pense. Mais on l'attendait depuis 5-6 ans, ce truc-là. Oui. D'accord. D'ailleurs, il y avait un morceau qui s'appelait Am I Evil, qui était un morceau de Desperado et qu'on a retrouvé en version plus heavy avec Al Pitrelli à la guitare dans Widowmaker. D'accord. Donc il a récupéré 2-3 morceaux de l'époque, mais c'était un projet tué dans l'œuf pour des questions de business. C'est dommage, hein. Ouais, c'est dommage parce qu'il est pas trop mal cet album. Ouais. Dans mon souvenir, je t'avoue que ça fait une bonne quinzaine d'années que je l'ai pas réécouté, mais. Il est pas mal, il est pas mal. Et donc la batterie, donc c'est Maiden aussi, si je comprends bien. Maiden, en fait Maiden, je les écoutais, je m'en suis imprégné, mais ce n'était pas à ma portée. Et quand j'ai découvert Creatures of the Night, les premiers Kiss avec Peter Criss et Lick It Up, c'est surtout Lick It Up qui m'a vraiment branché parce que l'année de sortie, c'est l'année où j'ai commencé la batterie. Ouais, 83. Et donc Eric Carr, et 83, ouais. Donc c'est Eric Carr. Je m'amusais à jouer Lick It Up, All Hell's Breaking Loose. Il y avait des morceaux speed aussi, comme Gimme More. Donc il y avait un petit patchwork assez sympa. Alors moi, je suis plus fan de Creatures of the Night que Lick It Up.
Oui, c'est mon préféré qu'autre chose. Il est vraiment bon et bien heavy. Pour tous ceux qui n'aiment pas Kiss, qui trouvent que c'est un peu de la guimauve, j'ai certaines personnes qui m'ont déjà dit ça. Je dirais aller écouter Creatures of the Night parce que il y a quelque chose. Déjà, les membres de Kiss l'appellent l'album de batterie. Tu Oui. vois pourquoi? Oui, oui. On entend que ça. Chaque coup est une explosion, en fait. Et le kit était énorme. Oui, c'était, je sais plus quelle marque c'était, mais c'était des fûts profonds. Ça devait être une Ludwig à fûts profonds sans pot de résonance. C'est ça, des Concertum, Ludwig et Cymbal Paste. Ouais. Le bon mariage comme Alex Van Halen. Ouais. Et Michael James Jackson, le producteur, avait concocté un son. On ne sait pas comment il a fait. Il a dû jouer avec la reverb de la pièce, etc. Mais je n'ai jamais réentendu un son pareil dans le domaine du métal, de ce qu'on appelait le hard FM ou le rare metal. Tu vois, ils utilisaient des sons, en fait, des gates. C'est-à-dire que c'était des sons de caisse claire qui étaient énormes. Au lieu que ça fasse paf, ça faisait comme ça. Tous les groupes de hard FM avaient ce son-là. Et j'aimais bien celui de Creatures parce que c'était un bon compromis et ça faisait pas du tout naturel les gates. C'était tu rehausses tous les niveaux et tu supprimes les ghost notes, tu vois. Et ça faisait pas naturel, typiquement Def Leppard, tu vois. Et Creatures of the Night, tu sens les ghost notes, tu sens l'humain derrière. Et je sais pas comment ils ont fait ça. C'est pour ça que j'ai une affection particulière pour l'album de Wendy Williams qui s'appelle Wow, le tout premier, produit par Gene Simmons. Parce qu'en fait, la moitié des chansons, c'est des sessions de Creatures of the Night enregistrées dans le même studio. D'accord. Alors, des fois, il y a Eric Carr et des fois, il y a le batteur des Plasmatics, T.C. Tolliver. Et c'est le même son de batterie. Donc, je considère que cet album, c'est le frère jumeau de Creatures of the Night. D'accord, il va falloir que j'aille réécouter ça. Moi, je t'avoue que je suis pas un grand fan des Plasmatics. Non, mais c'est pas Plasmatics, c'était la période heavy de Wendy Williams. Et alors, elle chante pas, hein. Elle a une voix tellement graveleuse. Elle chante vaguement, mais c'est pas du Plasmatics, c'est du heavy metal. D'accord, bon bah à écouter. Et donc, ton cheminement vers ce qu'on va appeler le métal extrême, qui s'appelait pas exactement comme ça à l'époque, opérait comment? J'ai été très influencé par une émission qui s'appelait Metal Maniac sur Type FM, qui diffusait dans le Gard, et il y avait des DJ qui faisaient du tape trading et qui étaient en relation avec les maisons de disques. Et j'ai découvert par leur biais des tas de groupes comme Voivod. Il y en a même un des DJ qui m'a donné le No Life Till Laser de Metallica avant que Kill 'Em All ne sorte. Et j'étais subjugué par ce truc-là, quoi. J'adorais Venom. C'était hypnotique. Déjà, la pochette de Black Metal, je la trouvais fantastique. Et avant même que je n'écoute Metal Maniac, il y avait énormément de pubs dans Fair Magazine sur cet album de Venom, donc Black Metal, et il y avait qui était sorti de manière simultanée avec le maxi Die Hard. Et j'avais flashé sur Venom. Donc moi ma trilogie à l'époque, mon trio gagnant, c'était Kiss, Venom et Iron Maiden. Et vers 84, quand Ride the Lightning est sorti, Metallica a fait partie aussi de mes préférés. D'accord. Tu m'avais parlé de ton premier vrai contact avec la double grosse caisse à propos d'un album sorti par un groupe teuton de 82. En 82, un groupe teuton. Alors, attends. Qui a les bases du speed metal, si on peut dire. C'est pas Halloween? Non. Alors, la double grosse caisse, c'est un groupe teuton. Je suis peut-être pas hyper pointilleux sur l'année, mais c'est un groupe allemand. Il n'est pas connu pour ça à la base, mais qui a quand même sorti un morceau qui... Ah, c'est Accept? Et... Oui, effectivement, ça a été... J'ai découvert ça en même temps que Lick It Up, Creatures of the Night, etc. J'avais acheté Restless and Wild. Effectivement, ça,
je savais pas qu'on pouvait faire des choses pareilles. Et mon père m'avait amené à Palavas-les-Flots en 84, voir Accept en première partie de Maiden. C'était à 1 mois de la sortie de Powerslave, donc on avait eu des morceaux de Powerslave en avant-première. Et je voyais Stephen Kaufman tout sourire, très décontracté, en train de jouer Fast as a Shark. Et c'était évidemment encore plus puissant que ce que j'écoutais sur ma chaîne IFI. J'en croyais pas mes oreilles. Je dis, mais c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on veut. Pourtant, peut-être t'avais pas encore été en contact avec Motorhead. Motorhead, ouais. C'est à peu près la même chose, mais en fait, j'ai découvert, oui, mais j'avais pas encore découvert Motorhead. Ça s'est joué à quelques mois après. Pendant longtemps, j'ai tourné avec le live No Sleep Till Hammersmith, où il y avait une très belle version d'Overkill, mais Fast as a Shark est venu avant. Oui. Puis, comme je te disais, je pense que Stephen Kaufman était peut-être plus propre. Absolument, oui, parce que Phil T. Taylor, il est très spontané, très fin, il a un jeu de charlet incroyable, mais il n'est pas capable de répéter 2 fois le même plan. C'est un instinctif. Ah oui. Ouais, c'est effectivement, on a du mal à s'y retrouver. On a du mal à s'y retrouver. Ouais, non, Stephen Kaufman, c'est plus carré, c'est allemand. Ouais. Et d'ailleurs, Accept a toujours eu des batteurs métronomiques, très puissants, très, très efficaces. Oui. Ils n'en ont pas eu des masses, mais à chaque fois, effectivement, ils ont eu pendant les années 90 Michael Cartellone, qui a fini chez Lynyrd Skynyrd. Mais c'est pas la meilleure période. Ils ont surtout Christopher Williams en ce moment. Un Américain de Nashville. Alors lui, il sait tout faire, effectivement. Et quand il a eu le poste, c'était marrant parce que à l'époque j'étais inscrit sur le forum Pearl, qui était une vraie source d'information sur le matériel, tous les geeks de batterie. Et le gars, il postait régulièrement dessus des conseils parce qu'il était drum tech et il donnait des conseils sur quelles parties, quels éléments de rack sont efficaces, des choses comme ça, beaucoup de tips. Et un jour, il fait « Holy shit, I'm the new drummer for Accept ». D'accord. Tout le monde qui a « Quoi? Comment? Attends, on comprend rien, t'es le mec qui nous donnait des petits conseils, maintenant tu joues dans Accept, quoi. » Ouais, c'était une bonne surprise. Alors évidemment, il n'a pas du tout le même toucher que Stephen Kaufman, mais quand Accept est revenu avec Blood of the Nations, ils avaient un autre Stephen qui avait joué avec Elohim, Stephen Schwarzman. Ouais, Schwarzman. Et lui était très proche de Kaufman. Oui, très 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 puissant. Ouais. Et ce que m'avait expliqué, j'avais interviewé Sven Dirkschneider, donc le fils de son père, qui joue dans Dirkschneider, et il m'avait expliqué que dans Accept, la batterie, il n'y a pas de ghost note, mais ça swing. Et le Charleston doit être très linéaire. Et c'est ce que me disait aussi Wolf Hoffman. Il m'a dit à un moment, ils avaient embauché Carmine Appice pour jouer dans Accept. Et ça le faisait pas. Parce que Carmine jouait au charlet un coup fort, un coup pas fort, un coup fort, un coup pas fort. Il était incapable d'obtenir cette linéarité. Donc, avec Accept, c'est difficile. C'est rigide, mais il faut que ça swing. C'est un concept. Voilà. Ceux qui pensent que les ghost notes sont le résultat du groove doivent, sur ce point-là, revoir leur copie parce qu'il y a une clé à trouver et c'est Accept qui l'a, en tout cas. Qu'est-ce que tu penses de la formation actuelle des derniers albums? T'aimes bien? D'Accept? Oui. Je suis plutôt agréablement surpris parce que Accept, quand il digresse, ça donne des choses qui sont pas géniales. On se souvient de Death Row, Predator, Hit the Hit. Là, déjà, c'était clair que Wolf était le patron
Il s'est débarrassé il y a peu du seul membre original qui pouvait encore avoir du poids, Peter Baltes. Maintenant, c'est le boss et on voit sur les 2 derniers albums, depuis qu'il n'y a plus Peter Baltes, que Accept maintenant, c'est la garantie d'un héritage. Il le dit dans les nouvelles interviews de Humanoid d'ailleurs. Oui. Ça reste du Accept. Maintenant, est-ce que c'est aussi excitant? Non, parce qu'il y a souvent des redites, des impressions de déjà-vu. Et puis, il faut bien avouer que Mark Tornillo n'a pas la profondeur et le feeling de Udo. Ah, c'est un très bon chanteur, mais voilà, c'est bien parce que ça nous permet d'avoir du Accept encore en live. Exactement. C'est déjà la première qualité, puis les albums sont pas mauvais. Après, je t'avouerai que je les écoute, mais je les achète pas, par exemple. Ouais. Mais pour te dire, en fait, c'est vraiment un control freak, Wolf. J'avais fait une interview d'Udo, j'ai eu la chance de l'interviewer 3-4 fois, et un jour, il m'a raconté ce qui s'est passé. En fait, le membre fondateur d'Accept, c'est Udo. Oui. Il l'a formé en 76 et il y avait même pas Wolf à l'époque. Il a recruté Wolf. Udo jouait dans Brandix, ça a pas tenu et il a formé son propre groupe. Et déjà, Udo s'est fait rouler sur toute la ligne parce que il était interdit d'écrire des lyrics, donc il touchait pas de droit d'auteur. Soi-disant, il n'était pas assez bon en anglais. Donc c'était la femme de Wolf, Gaby, qui écrivait Balls to the Wall, Metal Heart et tout. Et un jour, c'était plutôt récemment, quand ils sont revenus en 2005, tous les jours, Udo m'expliquait qu'il avait de la paperasse à signer. On lui faisait signer des tas de choses, des feuilles. Alors il finit par signer sans regarder. Et à un moment, sur une feuille, il y avait un contrat de cession de la marque Accept à Wolf et sa femme. Donc c'est comme ça qu'il a perdu le nom d'Accept. Donc c'est un peu d'animosité, tout ça. Quand tu entends ça, tu entends aussi comment ça s'est passé pour Venom. C'est quand même pas un monde. Enfin, il y a beaucoup de requins. Ouais, Venom, c'est toute une épopée. Hein. Bon, en même temps, ils ont leur propre. Chacun a ses déboires. Hein. Je parle du trio originel. C'est quand même des spécimens, quoi. Ouais. Et il s'est tout de suite posé un problème de fric. Dès que le fric a commencé à rentrer, le problème, c'est qu'en gros, Mantas était le seul à composer, Chronos un petit peu, et Abaddon pas du tout. Mais ils avaient décidé dès le début, d'un commun accord, de tout partager en 3. Et ça, à un moment, quand ils s'entendaient plus, ça fonctionnait plus, ça faisait des rancœurs. Genre, tu mérites pas, t'as rien composé, pourquoi tu touches de l'argent? Voilà, ça n'a jamais été des amis. Hein. D'accord. Moi, j'aurais cru jamais... au départ, c'était des potes, mais... Pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais il se passait quelque chose quand ils étaient ensemble. On a eu un faux espoir, enfin un espoir. En 96, ils sont revenus, ils ont fait quelques gros fests dans le Eindhoven, et ça n'a pas tenu 2 ans. Et puis maintenant, quand tu entends Mantas parler des prestations en studio d'Abaddon, il se lâche. Hein. Ouais. Ouais, c'est... Pareil qu'à plusieurs reprises, ils ont retouché, et depuis longtemps, quoi. Oui. Mais il est arrivé aussi un gros problème à Abaddon, c'était pendant les sessions de Warhead sur le maxi du même nom. Il écoutait tellement fort au casque que le casque a explosé, les écouteurs ont explosé et son oreille s'est mise à saigner. Il s'en a aperçu que le lendemain et il est quasiment sourd d'une oreille. Oh, ok. Donc voilà, il fait un petit peu ce qu'il peut. Ouais. Et très sympa personnage en tout cas, Abaddon pour oui. Pour avec beaucoup les de choses. fans en tout cas. Ouais. Avec ouais. les fans. Puis tu sens qu'il est toujours sincère quand même. Très bon. Maintenant, il a son propre groupe, Abaddon. Ouais. Et il fait des concerts de Venom. En ce moment. Ils font tous ça maintenant. Sous une forme ou une autre. J'ai vu que Venom Inc. avait repris Mark Jackson. Oui, qui faisait partie d'Empire of Evil. Ouais, donc on revient en arrière. À l'époque, il lui reprochait de ne pas être en phase
Parce qu'en gros, c'était des papis du métal avec un petit jeune qui avait des idées un peu trop nouvelles. Bon, maintenant, Mark Jackson a pris 10 ans, donc on peut considérer ils seront un peu plus en phase. Il joue déjà dans un groupe. Attends, il joue dans quel groupe de trash anglais? Acid Rain. Acid Rain. Donc voilà. Je pense que c'est bon. Il doit être dans la bonne dynamique là. Oui, déjà parce qu'Acid Rain, c'est déjà les années 80. Donc il a pris de la bouteille. En parlant d'années 80, on va continuer sur ton parcours quand même, hein, parce que oui. On est des pipelettes, hein, mais donc comment tu en arrives à faire tes premiers groupes? Mon premier groupe s'appelait Supplice. C'était du hard rock classique, influencé par Scorpion, Gary Moore, un peu Maiden. Et je faisais du judo à l'époque et j'avais sympathisé avec un Stéphane, un gars qui m'a dit qui aimait Black Sabbath et qui faisait de la basse. Du coup, un jour, il est venu dans ma cave où j'avais ma batterie et on a recruté un guitariste et il avait eu vent d'un chanteur dans son lycée qui écrivait des paroles de ouf. C'était une sorte de Bernie Bonvoisin numéro 2, une espèce de gars un peu revanchard, très social et tout. Et on avait formé Supplice à l'époque, ça a duré 2-3 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait après ? En fait, j'ai eu du mal à démarrer, j'ai eu du mal à rencontrer les bonnes personnes. À un moment, j'ai rencontré un guitariste qui était branché Loudness et Maiden, donc on faisait que des reprises de Loudness et Maiden. Ça a été très formateur, mais on n'a pas fait un seul concert. Et bizarrement, je n'ai fait mon premier concert qu'à l'âge de 18 ans. Il y avait un cinéma qui faisait une action caritative pour aider les enfants du Mali. Et il y avait plusieurs groupes de l'époque de la scène gardoise qui étaient conviés. Et j'avais un copain, un de mes meilleurs potes, qui connaissait l'organisation, mais on n'avait pas de groupe et on a formé ce groupe rien que pour jouer à ce festival. Donc c'était rigolo parce que on a rassemblé 3 morceaux qui étaient des riffs de morceaux qu'on connaissait déjà, du Mania Road, du Exodus, du Nuclear Assault. Et on avait mélangé tout ça et mon pote voulait chanter en même temps qu'il jouait de la guitare, mais il n'y arrivait pas. Et du coup, j'ai chanté en jouant de la batterie. C'était bizarre. J'ai fait mon premier concert en tant que batteur-chanteur. D'accord. Et on avait fait la reprise de Whiplash en entier. Et tout le reste, c'était une escroquerie. C'était des mélanges de riffs, de groupes qu'on adorait. Il fallait quand même se rappeler de quel ordre tu mettais les riffs, quoi. Oui, bien sûr. On avait répété 3 semaines. C'était un groupe qui avait 3 semaines. D'accord. Donc voilà, c'était sympa. Écoute, j'ai joué 20 minutes et qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Il y avait un groupe local qui s'appelait Orion. Ils avaient joué tout juste avant nous sur cette scène caritative et on a sympathisé. Leur batteur voulait partir, il en avait marre, du coup ils m'ont recruté et ça, pareil, ça n'a pas duré très longtemps. Les premiers vrais potes de musique que j'ai rencontrés, c'était Randomized Timer en 90. C'était la grande époque Metallica. Sacred Reich venait de sortir American Way. Anthrax avait son Among the Living. Et on était dans une époque déjà de fusion, d'effervescence comme ça. Le bassiste était très branché par les digressions rap d'Anthrax. Il s'était mis au Red Hot. Et voilà, on était grosso modo trash, mais avec d'autres influences. C'était le début de la fusion. Les Mordred du Gard. Un petit peu, oui. En fait, j'ai attendu de terminer mes études en 93. Les autres avaient plus ou moins fini en même temps. Et on s'est dit, on va essayer de se lancer, faire que ça. Bon, c'était illusoire. Mes parents m'ont payé une année sabbatique, un peu comme ils le pouvaient. Et on a voulu tourner avec ce groupe de trash. On a vu que c'était pas évident. Du coup, on a formé un groupe parallèle composé des mêmes membres pour faire des reprises de rock pour les bars, pour avoir plus de chances de jouer. D'accord. Donc, on avait formé en parallèle de Randomized Timer Henry Bumble and the Rondell Band.
Ça fait ribambelle et rondelle. Génial. Donc ça nous a un peu surpris et très désagréablement surpris parce que on n'avait qu'1 an pour essayer de nous bouger et on a passé quasiment 6 mois à mettre en place le répertoire de 25 morceaux parce que c'était pas évident. On prenait du Lenny Kravitz, du Ace Frehley, du Rolling Stone, la ballade de Metallica, Nothing Else Matters, des trucs connus, quoi. Et les 6 derniers mois, on a fait quelques bars, on a vu que c'était galère et voilà, on a splitté aussi bien Randomized Timer que Henry Bumble sans se le dire. On a fait notre dernier concert, on savait que c'était le dernier. On s'est même pas concerté, ça marchait pas bien. Et par la suite, Patrice, qui est Drucker, qui est actuellement le guitariste des Sheriffs, m'avait parlé d'un groupe qui s'appelait les Clandestins de la scène montpelliéraine. C'était un groupe de rock alternatif et ils voulaient se jouer avec des clandestins. Ils n'avaient pas de batteur. Il m'a dit viens, je connais le bassiste. Il était à Metallica au Rockstore en 84. J'ai dit s'il était à Metallica, ça peut être que bien. Et en fait non, c'était une sorte de clone des Ramones. C'était du punk rock alternatif. Et dès que j'utilisais de la double grosse caisse, ils faisaient les gros yeux ronds. C'était pas leur truc. Donc j'ai fait 3-4 concerts avec eux. Donc franchement, c'est pas comme Lars Ulrich qui rencontre James Hetfield et ils ont la chance d'accrocher et de se lancer directement. J'ai rencontré que des gens avec qui ça collait pas musicalement ou qui n'étaient pas suffisamment motivés. Donc j'ai fini par quitter cette formation-là. Patrice a fini par les quitter aussi parce qu'il était recruté par les Sheriffs. Là, c'était le banco parce que là, il allait faire plein de concerts, plein de festivals. J'ai rencontré les Calisia. Voilà. Et là, vraiment, ça m'a challengé, mais à fond, quoi. C'était vraiment chouette parce que j'avais 5 ans de plus qu'eux. Mais ils étaient frais, je sais pas, ils étaient frais comme des gardons, ils avaient l'enthousiasme ils avaient des idées tellement folles que personne n'avait réalisé avant. Et il y avait une espèce de motivation là-dedans. J'étais vraiment séduit par leur jeune âge et leur enthousiasme, leur naïveté. En fait, ils ont posé le cahier des charges et ils ont dit nous, on aime Tiamat. On aime Amorphis, mais c'est beaucoup trop simple. On aime Dream Theater, Images and Words venait de sortir, et Awake aussi, mais c'est pas extrême. Et on aime Emperor. Nous, on veut faire un groupe. On a envie de faire le groupe qu'on a envie d'entendre, avec tout ce qu'on aime. Et ça a donné Calisia. Et c'était mon premier contact avec toi, même si on se connaissait pas du tout. J'avais écouté bien sûr le morceau. C'est Lost Soul, si je me rappelle bien. Sur la compile Metal Explosion volume 2, sur Metallian. Donc, Metal Explosion numéro 2. J'entends ça, j'étais encore en Algérie avec mes potes du lycée. On se disait, écoute, ce groupe, c'est autre chose. C'est vraiment bien et tout. Et 2-3 ans plus tard, j'étais en vacances à Toulon. Et j'étais en vacances et j'ai passé une commande chez Adiposer avec une carte téléphonique. Donc j'ai appelé, j'ai commandé donc Skies et puis plein d'autres choses. Hein. Et donc j'avais le CD de Skies. Et je ne sais pas si tu te rappelles, mais un peu plus tard, on me l'a volé. Oui, tu m'avais dit. Et quand on s'est rencontrés, je ne savais pas que tu étais le batteur de Calisia au départ. Je l'ai su bien plus tard. Et je t'avais parlé de ça et tu as été très chic parce que tu m'as ramené l'un des derniers exemplaires que j'ai toujours d'ailleurs. Et je te remercie encore pour ça parce que... Avec plaisir. De toute façon, on va pas les emporter dans la tombe. Je savais qu'en te le donnant, je ferais un heureux et il serait bien gardé. C'est clair. Donc voilà. Et puis j'ai rencontré Brett quelques années plus tard et c'était cool aussi d'échanger avec lui par rapport au groupe. Mais effectivement, je pense que Calisia aurait dû être plus gros. C'est un regret pour moi. Alors, je le pense aussi. Et en fait,
Jusqu'à Skies et les 2 ans qui ont suivi, on a fait des concerts. Jusqu'en 97, c'était génial. On n'avait même pas on avait une petite réputation et on n'avait même pas à se casser pour trouver des concerts. Un jour, on nous a proposé, parce qu'on connaissait Franck Arnaud, la première partie d'Emperor et de Therion. C'était 2 tournées qui se rejoignaient, le festival Season of Decibel au Zénith Omega en 97. On a fait ça. Le Nuclear Festival avec Tiamat et Misanthrope. Je crois pas qu'on ait galéré comme des malades pour faire ça. Et c'était génial. Il y avait toujours cet entrain, cette naïveté. Et à un moment, Brett et les autres étaient tombés amoureux d'un groupe qui s'appelait Edge of Sanity avec Dan Swano. Et ils avaient fait une chanson unique, Crimson, de 40 minutes. Là, ça leur a tourné la tête et ils se sont dit, ils ont fait ça, il y a des passages pas terribles, nous on va faire notre morceau unique. Et c'est là où le bas blesse. Moi, je dis toujours que dans un groupe, faut pas un tyran, mais faut un leader et faut écouter le leader. Il y avait beaucoup de gens qui tiraient la couverture à eux, qui voulaient. En gros, c'était. Je compare souvent Calisia à la bataille de Verdun. Tu fais 2 pas en avant, mais très vite tu fais 2 pas en arrière. Ça n'avançait pas. Impossible de concilier les tempéraments, de faire admettre aux autres les idées de chacun. Enfin bon, ça a duré, ça nous a usé. Le premier à déclarer forfait, ça a été Loïc. Le guitariste, Loïc Tézenas, qui est extrêmement talentueux, mais c'est quelqu'un de très spontané. Et lui, il faut que ça aille vite. Et Calisia est tout sauf un groupe rapide. D'ailleurs, il s'est passé 11 ans entre le moment où on a eu l'idée de faire un morceau unique et le moment où c'est sorti. Voilà. Je sais plus, c'est toi qui joues dessus? Oui, sauf sur il y a de l'édition évidemment comme tout le monde, mais sauf sur la partie CD de reprise où là c'était une initiative de Brett qui avait échantillonné des morceaux de ma batterie et qui les a replacés. Il a dû les échantillonner en MIDI, il les a replacés sur une grille. Et c'est comme ça qu'il a fait des morceaux d'Emperor, de Dream Theater, de Cynic. C'était Emperor, ça allait. Cynic, c'était pas ma cam. Dans Calisia, le claviériste me reprochait souvent de jouer avec le charlet trop détendu, de jouer un peu trop à la Lars Ulrich. Et lui, il était en plein dans les délires Sean Reinert, Cynic, jazz, avec énormément de fioritures. Et il voulait que je fasse ça, mais je leur ai dit, mais je sais pas faire ça. Et je n'en ai même pas l'envie, quoi. Donc, en fait, avec Calisia, au tout début, j'étais le batteur qu'il fallait, et plus ils évoluaient, plus ils voulaient en fait, ils voulaient un batteur aussi rapide que Gino Glan dans tout ce qui est métal extrême, et aussi fin que Sean Reinhardt dans tout ce qui est plan jazzy, prog, fioriture. J'étais ni l'un ni l'autre, quoi. Voilà. Il y en a pas beaucoup, hein. Un peu plus maintenant, mais à l'époque, c'était pas facile. Ouais. C'est une. Je suis content que l'album soit sorti, Saibian. Mais voilà, c'est bon. Je tiens quand même à dire que c'est l'album le plus élaboré, le plus professionnel sur lequel je figure. Brett a fait quand même un super boulot. Brett, une référence en matière de production, hein. Oui, il a formé le Tower Studio. En fait, on a investi du fric puisque en fait, on a bien vu que enregistrer un tel album dans un studio, ça nous coûterait énormément d'argent. On a fait la batterie en studio, mais ça s'est arrêté là. Tout le reste était enregistré à la maison parce que c'était des heures et des heures. On peut pas payer des heures de studio. Il valait mieux investir dans du matos. Donc, on a tous investi dans du matos et il s'est fait ses premières expériences studio sur du Calisia, ce qui est déjà un niveau énorme compte tenu de la musique. Et ça lui a, à force de bosser là-dessus, il est devenu le producteur qu'on connaît. C'est plutôt bien. Oui. Il a fait ses premières armes sur Calisia, oui, effectivement. Ce que j'ai
pas trop apprécié avec Sybian, mais c'est un bonus, donc c'est pas trop important. C'est la version remasterisée, remixée de Skies. Je ne supporte pas le son de batterie. Je préfère ce que tu avais à l'origine, qui sonne plus naturel et plus. C'est un petit peu, c'est un petit peu comme Exciter, Heavy Metal Maniac et Violence and Force, qui sont des albums où tout doit être massif et faire corps avec la guitare. Ça doit pas être très très défini. C'était passé dans les mains de Jeff Waters au mixage et au remastering, et ça a donné un truc qui a révélé tous les défauts. Et ça n'allait pas. Il y avait plus cette impression que les instruments, batterie, basse, guitare, faisaient corps. Ça faisait des fréquences séparées et on voyait tous les défauts. Et ça m'a donné un petit peu cet effet-là. Ça m'a suscité un peu ce sentiment-là quand j'ai écouté la version remasterisée. Oui. On dit souvent que le mieux est l'ennemi du bien, et en production, c'est encore plus vrai. Ouais. Ça me fait penser aussi à Mick Harris dans Napalm Death. Il y avait Scum, From Enslavement, et puis est venu l'album enregistré à Tampa, celui à Suffer the Children. Comment il s'appelle déjà? Harmony Corruption. Voilà. Et à Tampa, la batterie, on l'entend. Elle ressemble à une planche à pain, mais on l'entend. On n'entend que les coups. On entend le moindre coup. Et ça convient pas à Mick Harris, parce que c'est un gars qui joue de manière brouillonne. Il faut que ça grind, il faut que ça fasse un brouhaha. Donc, moralité, cet album est inécoutable, parce que la batterie, on entend la moindre imperfection. Et finalement, après, ils ont sorti un EP qui s'appelait Mass Appeal Madness en Angleterre, chez eux. Et finalement, on a retrouvé l'esprit grindcore, le brouhaha comme d'habitude, et ça passait beaucoup mieux. Ouais. J'ai appris avec Venom, bon, Calisia n'était pas comme ça, mais j'ai appris avec Venom que c'était pas forcément utile d'avoir une précision chirurgicale. J'ai jamais eu une précision chirurgicale, mais qu'il y ait un ensemble avec les instruments et que ça aille dans la même direction. D'ailleurs, on voit ce que ça donne. La précision chirurgicale, c'est 98% des productions qu'on entend actuellement en métal. Ouais. Il n'y a plus d'originalité, plus d'esprit. C'est mécanique, c'est toujours les mêmes sons, c'est du sample, c'est super édité. J'aime quand qu'il n'y ait pas de planton monumental, mais j'aime quand ça bouge. J'aime quand c'est humain. Tu sais, les premiers Led Zepp, tu entends des fois le quickie de la pédale Ludwig Speed King de John Bonham. On entend carrément les grincements. Et puis ça bouge. T'entends un petit coup de baguette foireux. C'était un gage de qualité maintenant. Pour nous. Je ne sais pas, mais faut pas être complètement foireux. Non, c'est clair. Faut pas non plus super éditer les parties de batterie, parce que ou faire ressortir trop les fréquences. Quand un enregistrement a été et de qualité, on va dire moyenne, comme c'est le cas de Skies, et que ça fait une espèce de bloc avec les instruments, faut pas essayer de séparer les fréquences et d'en faire quelque chose de propre. Sinon, ça donne le sentiment que tu as, quoi. Oui. Ouais, ça m'avait frappé. D'ailleurs, j'ai pas pu l'écouter à cette époque-là. Hein. J'ai préféré sortir. Il vaut mieux en rester à la version CD. Oui. Alors, si on veut vraiment être puriste, en fait, Adiposer avait foiré la pochette de Skies. C'était à l'époque où on éditait des films plastiques. On n'avait pas, pour les pochettes, on n'avait pas de témoins pour vérifier ce que ça donnerait en termes de résultat final. Donc, on s'est retrouvé avec l'équivalent du Black Album, tu vois. Ah, d'accord. En fait, si tu regardes la pochette de la cassette que nous avions éditée nous-mêmes, là, on voit ces nuages violets, le volume, quelque chose de floconneux, c'est presque des moutons dans l'espace, des trucs comme ça. Et c'était splendide, on voyait la profondeur. Et là, on s'est retrouvé avec cette version d'Adiposer et cette espèce de pochette à la Black Album. À la Spinal Tap. Oui, c'est ça.
Et suite à ton départ de Calisia, tu as continué quand même la musique? Oui, ça s'est enchaîné vraiment vite. C'était vers 2007. J'avais il y avait mon pote Christophe de Grazed. Oui. Alors je le salue et puis j'en profite pour dire qu'il va bientôt passer à la moulinette, même Très bien. Il fait tout pour éviter, mais ça va se faire. Et donc son batteur Rafa avait décidé de partir dans une autre ville. Je crois il pouvait plus jouer et il m'a demandé si je voulais le suivre. Alors c'est un groupe du Gard et moi j'étais déjà à Paris. Il m'a dit écoute, tu viens comme tu peux, tu travailles à la maison, on préfère t'avoir toi plutôt que pas de batteur et on sait que ça le fera avec toi. Du coup, ça a été une belle expérience, Grace. On a enregistré un album et Dragon Sneeze. Et on a fait plein de concerts et on s'est bien éclaté. On rigolait bien quand même. Oui. C'était fun. On en avait discuté, toi et moi, un concert d'Ozzy Osbourne. Tu m'avais dit que tu avais intégré un groupe de death metal et je t'ai dit ça a l'air de bien coller avec Corrosive Elements. Et du coup, on avait organisé une date au club où on avait fait tes compagnons. Et c'est là que j'ai rencontré Chris en vrai. D'accord. Ça remonte tout ça. Et ce qui est chouette, c'est que à l'époque, on était tous fans je suis toujours fan de Waltari, grâce à Chris qui avait qui était attaché à la culture de son village. Il a fait jouer Waltari dans le Gard 2 dates d'affilée. Moi, je les ai fait jouer au club et puis le lendemain au forum en première partie de Paul Diano. On a sympathisé avec Sami Ili Ciernieux, qui est actuellement dans Creator. Et avec l'aide du claviériste de l'époque, Yann Immonen, on leur a dit, vous pouvez pas nous faire un joli petit solo pour Grazed? Et gratuitement, et ils nous ont fait 2 versions d'un solo sur le titre Laughing to Death, on a fait figurer les 2. Et on est heureux d'avoir Sami sur cet album-là. Tu m'étonnes. Et on a aussi Axel, ex-Carnival in Call, qui nous a fait des belles interventions acoustiques. D'ailleurs, ça a été mixé, enregistré par nos propres moyens, mais ça a été mixé au Walnut Groove. Oui. Donc voilà, c'est une belle expérience et on a fait quand même des concerts assez chouettes. Ouais. Même s'il y a eu des hauts débats, mais bon, c'est comme ça. Bah oui. Tu es resté dans Grace jusqu'à quand? Jusqu'à quelle année? Je suis parti en 2011. D'accord. Ouais, je suis parti en 2011. Tu avais aussi un autre groupe, je crois. Ah, Scherzo, ouais. Scherzo. Alors Scherzo, c'est comme j'étais journaliste, je suis toujours. Il y avait le chanteur de Scherzo, Jérôme Dolin, qui présidait Underclass. C'était un attaché de presse. Et Scherzo, c'était un groupe qui existait déjà à partir de 86. C'était un groupe bien connu des Franciliens. C'est du heavy avec tendance prog, FM, des musiciens quand même très exigeants. Et un jour, Jérôme, qui me connaissait en tant que journaliste et via Calisia, me demande si je voulais pas jouer de la batterie pour Scherzo parce que leur batteur originel n'était pas dispo. Il n'était pas dans la bonne région. Du coup, j'ai dû rester au moins 5-6 ans avec Scherzo. Et D'accord. Puis, on a fini par abandonner parce que Jérôme Dolin est parti. Il s'est fait porter disparu. Une histoire un peu étrange. Et sans le chanteur d'origine, ça le faisait plus. Jean-Marc Lavessière, le guitariste rythmique et fondateur de Scherzo, a finalement lâché l'affaire et il a préféré se rejoindre ses potes de Digitals. Donc, il est dans Digitals maintenant. Et Scherzo a splitté. D'accord. Et parallèlement à ça, je suis pote avec le Gorg de Didier de Hurlement. Depuis des années, depuis que je suis à Paris, en fait, depuis 98, c'était l'un des premiers potes que je me suis fait. Et j'ai toujours été fan de Purulent Excretor, qui est du grindcore, on va dire, scabreux. Qui tâche, ouais. Ça pourrait être comparé à Ultra Vomit, mais à part que ça existait bien avant.
Ouais. Ils ont sorti plein d'albums qui sont plutôt confidentiels, 5 ou 6. Et moi, j'allais les voir à chaque fois que j'en avais l'occasion parce que je me marrais. C'était du grindcore, c'était pas trop mon truc. Ouais. Alors, et à un moment, ils avaient un batteur, Nico, qui a fait une espèce de blues, de crise. Il voulait plus faire de batterie et un mois après, ils avaient un concert. Donc, ils savaient pas trop comment faire. Et Didier m'a appelé, m'a dit, tu veux pas jouer pour Purulente? On jouera des morceaux pas trop rapides, on verra. Tu verras, on a des morceaux pas trop rapides. Je dis, ok, je veux bien essayer. Et je me suis souvenu de Mikaris, tu sais, les blasts à l'ancienne, tout comme ça. Ben, en fait, les blasts à un pied, je me suis contenté de faire ça et en fait, je pouvais jouer les morceaux aussi rapides que possible avec les blasts à un pied. Et il dit, bah, vous retenez pas, choisissez les morceaux que vous voulez, c'est bon, j'ai compris comment ça marchait. Donc, c'était génial parce que c'était la première fois que je me marrais pendant que je jouais. En fait, j'étais spectateur et acteur. C'est génial ça. C'était génial, c'était génial. Et en plus, franchement, c'est un truc de feignasse. Les morceaux, tu en as entre 2 secondes et 1 minute. Il y a une règle, hein, si ça fait 1 minute et 1 seconde, ça devient du prog, faut pas faire. Voilà. Faut pas faire de prog. Et vous avez sorti un album avec le Gorg, non? Oui, c'est en 2018, on a sorti un album assez confidentiel. Je crois qu'il a été distribué que lorsqu'on l'a sorti on a fait notre concert au Cirque Électrique et on a sorti un album, on l'a enregistré. En fait, c'est pour le reconnaître, c'est la pochette du Black Album, mais à la place du serpent, il y a un pénis enroulé. Et comme je suis pas un batteur de grind à la base et ils étaient dans un dans un esprit un peu ouvert, c'est l'album le plus varié de Purulente. On a beaucoup de morceaux heavy, on a même un doom qui s'appelle Michel Sardoum, c'est un hommage à c'est un hommage à qui tu sais, et il est extrêmement varié et ce qui est génial dans Purulente, c'est que en fait quand tu as trouvé le titre, c'est comme si quand t'as trouvé le thème, c'est comme si t'avais trouvé la musique vient tout de suite après. C'est surtout, Purulente, c'est surtout des brainstorming. On est autour de la table et on cherche des titres. D'accord. Chacun propose. Voilà. Ensuite, il y a 2 juges de paix, le guitariste et le bassiste, qui décident, qui tranchent. Mais on a le droit de proposer. D'accord. Bon. Et évidemment, à chaque fois qu'on a trouvé les titres, faut chercher les samples. Donc, on va chercher les samples chez les films les plus pourris, les plus nanars. Et certains sont pornographiques, d'autres sont vraiment de mauvais goût, d'autres c'est de l'humour à 3 balles. Et d'autres, des fois, c'est des dessins animés. On cherche parmi nos films cultes et on coupe des séquences. Et on mixe tout ça. Voilà, c'est un peu ça, Purulente. C'est top. Alors, avant d'aborder la partie journalisme, parce que ça va être un gros pavé, ça aussi, je vais revenir sur un souvenir. Est-ce que si je te dis, alors j'ai pas la date exacte, hein, si je te dis 2006 à la maroquinerie, ou 2007 peut-être, à la maroquinerie, est-ce que tu as un indice? À la maroquinerie, il n'y a pas Oli Moses qui a joué? C'est ça. Ouais, alors ça c'est très étrange. J'avais interviewé Sabina Classen par l'intermédiaire de Jérôme Dolin, justement, à l'époque. Donc, elle m'avait déjà repéré. Et puis, comme elle passait à Paris, je dis, on va refaire une interview. Et je lui dis que... Alors, c'est venu comment? Ah oui, elle me dit, bon, écoute, t'es bien sympa, je t'invite sur scène et tu vas m'aider à chanter Too Drunk to Fuck. Je dis, non, mais je peux pas chanter ça, j'ai pas de voix, je suis pas chanteur. Par contre, je joue de la batterie. Bon, ok. Donc tu vas jouer de la batterie. Je dis, mais t'es sûr, ça va pas vexer ton batteur? Mais non, c'est moi qui commande. Tu vas jouer de la batterie sur Too Drunk to Fuck. Or, évidemment, comme je la connaissais en tant qu'auditeur,
pas en tant qu'exécutant. Il y a le bassiste d'Holy Moses, il me l'a joué à la basse. Moi, je tapais sur mes genoux, il m'a montré les structures. Et puis voilà, on a fait To Drunk to Fuck. Alors ça m'a un peu surpris les deux premières mesures. Le guitariste est parti trop vite, enfin à mon goût. Et il y a eu 2 mesures de flottement et après j'ai pris le tempo. Ça va. J'étais devant et je peux te dire que ça sonnait bien. Ah ben c'est gentil. Et j'étais très étonné de te voir sur scène. J'ai vraiment halluciné. J'ai fait mais qu'est-ce qu'il fait là? Il y a eu une deuxième surprise du même genre. C'est quand ADX m'a appelé pour jouer en 2012 au PMFF au Divan du Monde. Oui. Pareil, j'avais rien dit à mes copains. C'était secret. Il n'y avait pas Doc parce qu'il devait soigner une maladie malheureusement et il voulait pas annuler le PMFF puisque c'était le festival d'ADX. Donc c'était sur 3 jours et si ADX annulait, le PMFF était annulé. Donc j'ai relevé le challenge. C'est Philémol qui a organisé. C'est Philémol, ouais. J'ai relevé le challenge et j'ai joué un concert d'ADX. J'aurais dû en jouer 2, mais le deuxième a été annulé. Et ça aussi, c'était génial parce que c'était extrêmement difficile parce qu'ADX c'est très tordu à jouer, mais j'ai beaucoup aimé ce groupe parce que c'était de la camaraderie. C'était fun. C'était vraiment très fun. Il fallait pas déconner, hein. On déconne pas avec le tempo. On arrive, faut avoir appris les morceaux. Enfin voilà, mais si tu assures musicalement, le reste suit quoi. Et petite question batterie, après on va passer au journalisme quand même parce que il va falloir en parler. Hein. Dans ces cas-là, est-ce que tu joues au clic ou est-ce que tu joues déjà au clic en temps normal? Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans ta pratique de l'instrument ou est-ce que tu fais confiance à ton horloge interne et... Non, je fais pas confiance à mon horloge interne. Je n'envisage pas de jouer au clic quand il s'agit de la scène. Par chance, j'ai jamais eu à jouer dans un groupe symphonique qui imposait des armadas de violon et de synthé. Heureusement, je pourrais pas jouer dans Glory Hammer ou dans Sabaton, ça me gonflerait très vite. Mais je n'aime pas le clic, mais j'ai bien vu l'utilité en studio, ne serait-ce que pour reprendre à un certain endroit et pour pas se laisser avoir par un coup de mou, par l'adrénaline. Il faut un guide en studio, c'est indispensable. Donc oui, en studio, non sur scène. Ok. Voilà quoi. Très bien. Bon, on va attaquer le journalisme. Le journalisme. Comment t'es arrivé à mettre un pied là-dedans? Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que c'est une vocation? Est-ce que tu as fait des études dans le domaine? Non, pas du tout. À la base, j'ai fait des études scientifiques. J'ai eu un diplôme d'ingénieur en matériaux que j'ai jamais pu appliquer parce que j'ai jamais pu trouver dans ma branche. Je me suis reconverti dans l'informatique de gestion et maintenant je suis dans une assurance, dans un service de comptabilité. Informatique et comptabilité. Donc, tu vois, ça n'a rien à voir. En revanche, pourquoi je suis venu au journalisme? Déjà, parce que le métal, j'avais une soif de connaissances et ce que j'aimais, c'était parler indéfiniment avec les potes, refaire le monde, échanger sur nos groupes préférés. J'y passais des heures et j'aimais parler de ça, j'aimais écrire. C'est pour ça que j'ai fait un fanzine. Ça s'appelait Metal Master en 87. Mon premier live report que j'ai fait, c'était Status Quo en 87 au Zénith de Montpellier. Et ma première interview, c'était Angel Dust, le groupe punk trash d'Avignon, à la réputation sulfureuse. Donc tout a commencé comme ça. Mon Metal Master a duré 3 numéros, mais j'écoutais des radios libres. Et quand je voyais que la programmation tournait en rond, comme je commençais à faire pas mal de tape trading et d'acheter pas mal de disques, des fois j'écoutais des émissions qui étaient situées proches de chez moi, les locaux étaient proches de chez moi, et un jour je suis allé au culot, c'était, je sais même plus quelle était
Force Sud, ça s'appelait, la radio Force Sud. J'avais téléphoné, j'avais demandé si c'était possible de rentrer en contact avec les animateurs et j'ai apporté mes disques et j'ai commencé à faire de la radio comme ça. Là, ça s'était un peu tassé. J'étais après dans les années 90, j'étais plus pris par Randomize Timer. Et puis pendant mes années fac à Montpellier, il y avait Radio Clapas qui avait une émission qui s'appelait Disharmonic Orchestra. On voyait les animateurs à des concerts, on a sympathisé et Brett et moi, on a été conviés à animer pendant 1 an ou 2 Disharmonic Orchestra. D'accord, ok. Et après, Disharmonic s'est arrêté et Brett et moi, on avait décidé de continuer sous le nom de Metropolis, qui était notre morceau préféré de Dream Theater. Oui. Et finalement, Brett n'a pas participé à l'émission, ça le gonflait, il avait d'autres projets. Donc j'ai commencé Metropolis tout seul, d'abord chez Clapas et ensuite chez Divergence FM à Montpellier. Et Metropolis existe toujours chez Radio Campus Bordeaux. Donc depuis 96, Metropolis ne s'est jamais arrêté. Il a juste changé de radio 2 fois. D'accord. Voilà. Et j'aime bien parler de ma passion, tout simplement. Voilà. Sinon, je bosse pour Metallian. Et je bossais pour Batteur Magazine qui vient de splitter, malheureusement. Donc pareil, Metallian, ça me permet de faire des belles rencontres, de rencontrer mes artistes préférés. Et quand j'arrive pas à les rencontrer, de toute façon, je fais le pied de grue devant leur hôtel et j'attends les autographes. Je suis fan à fond. Malgré mon âge, voilà, ça peut m'arriver encore de passer des heures devant un hôtel pour attendre les autographes de Metallica ou d'ACDC. Et est-ce que tu sais que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a 20 ans? Ah, je me souviens plus. Je vais te raconter ça. Ah. Je suis arrivé sur Paris en 2003 et avant ça, j'avais jamais vu Slayer. Ah. Et donc il y avait la fameuse tournée Slayer, Machine Head et Slipknot à Bercy. Oui. Et en fait, quelques mois auparavant, j'avais vu Halloween Maiden. Et j'avais vu que effectivement, en restant après le concert, on pouvait peut-être apercevoir les musiciens. Et j'avais ma démo de mon groupe d'Alger que je voulais absolument faire diffuser un maximum, en espérant avoir une attention, soit d'un label ou un coup de pouce, quel qu'il soit. Ou d'un Tom Araya. Ou d'un Tom Araya. Et en fait, j'étais en train d'attendre. Et à un moment, tu es venu vers moi, tu m'as dit, excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous attendez? Ah. Et donc, je t'ai expliqué ce que j'étais en train de faire et tu m'as dit, non, mais ils viendront jamais par là. Mais par contre, ce que vous êtes en train de me dire à propos d'un groupe algérien et tout, ça m'intéresse. Et tu m'as donné plein de conseils. Tu m'as donné des adresses. M'a donné des numéros en me disant surtout tu ne dis pas qui t'a donné ces numéros. Et effectivement dans la foulée j'avais appelé et écrit à toutes ces personnes. Ça n'a pas trop abouti, mais ça m'avait mis le pied à l'étrier dans comment tu fais vivre ton groupe, comment tu démarches, comment tu fais vivre en fait le projet. Et par la suite, on s'est rencontrés plein de fois, et à chaque fois, oui, on discute. C'est vrai. Et tu as vu Slayer depuis? Enfin, à ce concert-là, tu avais vu Slayer? Ce jour-là, j'avais vu Slayer, effectivement. Mais rencontré Slayer, je veux dire? Non, j'ai jamais rencontré Slayer. En fait, j'ai juste eu le temps d'échanger avec toi et j'ai été refoulé par la suite par un agent de sécu. En fait, on peut rencontrer les artistes à Bercy. Il y a une sortie de vanne quand on contourne le bâtiment par la droite. Il faut vraiment aller côté périph'. À un moment, il y a une grande entrée de parking avec un poste de garde. Et tu peux avoir des signatures de groupe uniquement s'ils s'arrêtent. Ils disent à leur chauffeur d'arrêter le van. Et à ce moment-là, s'ils n'ont pas leur tourbus à l'intérieur, évidemment, et à ce moment-là, c'est une démarche volontaire. Purple l'a fait. Apparemment, les Red Hot l'avaient fait. Et Metallica l'a fait en 99 aussi, époque Garage Inc. Mais c'est un bunker, hein, Bercy. Donc, s'ils veulent pas, ils feront pas. Oui, bien sûr. Et puis, bon, j'ai pas rencontré Slayer, mais par chance, j'en ai rencontré d'autres et j'ai un super souvenir avec toi et avec notre ami Chris.
au Mency pendant l'interview que tu avais effectuée avec Coroner. Et là, c'est un super souvenir pour moi parce que, enfin, j'étais juste spectateur, mais c'était magique. Hein. C'était magique. Ça l'était pour moi aussi. Tu faisais ton interview super pointu, super, vraiment très efficace, un anglais bien léché, franchement super cool. Et Chris derrière qui me disait assieds-toi et regarde. En fait, je devais pas être avec vous. Et il m'a dit non, tu viens avec nous là. Tu viens, tu te poses. Si tu as envie de poser des questions, tu le fais. Je fais non. Là, c'est Laurent qui mène la danse. Et... Cette interview est disponible sur la partie web de Musico High, hein, si vous voulez voir. Ben, on la mettra en lien. Parce qu'elle elle a un cachet particulier pour moi, en tout cas. Ce que tu oublies de dire, c'est que j'ai fait signer 32 disques de Coroner. Alors, ce que j'ai commencé à les attaquer à la séance de dédicace et je les ai achevés après l'interview. Alors, moi, je vais juste rajouter un truc, c'est qu'à un moment, à plusieurs moments même, ils étaient en train ils signaient, mais ils se disaient, mais j'ai jamais sorti ça. Je suis pas au courant qu'il y a cette édition. Ça sort d'où, ça? Mais c'était super souvenir, ouais. Franchement, excellent. Ouais, il y a notamment, ils ont sorti pour leur tournée d'adieu en 96 une cassette qui s'appelait The Unknown. Malheureusement, quand je les ai vus au Rai Théâtre à Lyon, elle était déjà épuisée. Ils avaient dû vendre la dernière à Paris. Et il y a que des inédits, des remixes, c'est la caverne d'Ali Baba de Coroner. Et c'est jamais sorti. Si, c'est sorti officiellement en très peu d'exemplaires chez Night of the Vinyl Dead, mais jamais en CD. Et il y a des petits malins qui l'ont sorti en CD Digipack. Et c'est ça que je leur ai fait signer. D'accord. The Unknown. Toujours pointilleux. Tu laisses rien au hasard. Hein. C'est un peu le problème des groupes qui persistent à vouloir laisser des enregistrements cultes dans l'ombre. Ils finissent toujours par se voir couper l'herbe sous les pieds par des bootleggers. Oui, les bootlegs, parfois c'est le seul moyen pour écouter ces albums-là, quoi. Alors, j'appelle ça même pas des bootlegs parce que le bootleg c'est du live qui n'existe pas ailleurs. Là, c'est carrément de la contrefaçon. Pendant des années, Weird Vision d'ADX n'était pas dispo. Les Russes ont fait des copies des mauvaises copies du pressage Noise Records. Et si on fait pas gaffe, on se fait avoir. Pareil pour le Cold Lake de Celtic Frost chez Noise Records. Il y a que des contrefaçons russes parce que l'autre têtu ne veut pas l'éditer. Voilà, c'est comme ça. Donc, ouais. Il n'est pas prêt à ressortir, mais il y a des fans de cet album. Il est pas. Je suis grand fan de cet album. Moi, je suis pas fan de tout ce qu'il y a dessus, mais j'avoue que c'est pas le ratage qu'on. C'est pas un ratage du tout. Il y a du riffing, il y a un super batteur, Stephen Priestley, qui jouait dans Morbid Taste. Mais ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui joue comme Mickey D. C'est super carré, super puissant. Et il y a du riff. Il y en a qui disent que c'est du glam. Et moi, j'aimerais bien qu'ils trouvent d'autres groupes de glam qui sonnent comme ça. C'est du glam, mais avec la voix de Tom qui est sournoise, inquiétante. Il ouvre à peine la bouche, un peu comme Mustaine, tu vois. Il marmonne. C'est comme si un serpent qui va te sauter à la gorge. Si ça, c'est du glam, très malsain, quoi. Mon ami Olivier de Conviction aime bien aussi et il me dit souvent, écoute bien, on dirait que tu écoutes Seek and Destroy, quoi. C'est pas, c'est du bon heavy trash comme il faut. Alors il y a un petit côté glamour parce que la chanteuse qu'ils ont utilisée sur Cherry Orchards notamment, il y a un côté glamour. Il y a plus le côté Return to the Eve, la nana gothique qui sort du château hanté, c'est un truc plus glamour, mais il y a que ça. Le reste, c'est du métal. Excellent. Ouais. Laurent, est-ce que tu as des choses que tu aimerais aborder parce que mine de rien, si on fait pas gaffe, on va faire une émission de 4 heures. Ah bah oui, je crois qu'on en est à 74 minutes ou quelque chose comme ça. Voilà, donc moi, j'aimerais bien continuer, mais je sais qu'on va être lâché par nos auditeurs après. Et de toute façon,
si l'exercice te plaît, moi, je serais très, très heureux de t'inviter à nouveau. Avec plaisir. Je le dis souvent, mais c'est vrai que je fais des interviews presque tout le temps avec des personnes qui sont intéressantes, qui ont beaucoup de choses à raconter, et je trouve que limiter ça à 1 heure, parfois ça suffit pas, et effectivement, je sais qu'avec toi, il y aura encore des choses à raconter. Ah, si tu veux, on pourra se revoir et évoquer des rencontres d'artistes. Oui. Souvent, il y a un décalage entre l'image publique qu'on a d'un artiste et ce qu'il est en réalité. Et on a tous les cas de figure, et c'est intéressant de voir comment les artistes évoluent et de voir l'évolution des relations qu'ils ont avec le public au fil des ans. Souvent, il y a une usure d'ailleurs, avec la vieillesse et les années qui passent. Mais je trouve très intéressant de paralléliser un petit peu l'image qu'on a d'un artiste et ses propres expériences qu'on a, des rencontres. Oui. Je sais plus, je crois que c'était Mike Amott de Arch Enemy et Spiritual Beggars, et surtout de Carcass à la grande époque, qui avait dit que, en fait, quand tu commences à rencontrer tes idoles, souvent tu es déçu parce que c'est pas forcément que des gens bien, que des gens intelligents, et on s'en fait tellement une image parfaite. C'est vrai. Donc parfois on est très déçu. C'est vrai. Et il y a comme les artistes veulent gagner de l'argent, il y a un phénomène qui entrave un petit peu la relation artiste-fan, c'est le meet and greet payant. Il y a des gens comme Saxon, des groupes comme Saxon qui font payer les meet and greet, mais ce n'est jamais un frein à ce qu'on les rencontre après le concert. Ils sont pratiquement toujours sympas. Et il y en a qui considèrent qu'à partir du moment où ils font payer des meet and greet, ils ne doivent plus rencontrer les fans en dehors de ce cadre bien organisé. Et c'est souvent ce qui arrive. C'est l'effet pervers, quoi. Tu sais, ça fait un peu l'effet de boule de neige. On ne vend plus de disques. Les tournées sont tellement chères à organiser qu'on rentre à peine dans les frais avec le cachet. Quand tu as payé les musiciens, quand tu as payé les roadies, quand tu as payé le trajet d'une ville A à une ville B, etc., il reste plus rien. Donc, qu'est-ce qui reste pour vivre pour les groupes? Tiens, le merch et les meet and greet. Ça rentre directement dans leur poche. Et encore, donc, le merch, et encore. Il y a certaines salles où ils leur prennent un pourcentage. Au moins de 20 à 30%, oui. Oui, effectivement, c'est pas direct dans la poche. Ouais. Et effectivement, ça reste l'un des derniers postes où ils peuvent récupérer de l'argent en direct. Oui, parce que là, c'est directement organisé par les managements. Souvent, le prix du billet n'est pas compris dans le package VIP. C'est une vente quasi privée. Donc voilà, c'est... Et c'est là où j'ai un problème, parce que dans les meet and greet, on est 20, 15, on est limité. Moi, je suis une espèce de complétiste. Quand j'arrive si un groupe a fait 40 albums, je viens avec les 40 albums. Ouais. Et ça a du mal à passer. La dernière fois, heureusement, j'attendais Dino Cazares à la sortie de l'Élysée-Montmartre, son dernier concert de Fear Factory. Et heureusement, il y avait plus beaucoup de gens. Tout le monde avait déclaré forfait. Il devait être minuit 15. On l'a foutu dehors. Il est sorti, le Dino. J'ai dit, tu pourrais me signer mes disques? Il me dit, oui, mais t'en as combien? J'ai dit, j'ai tout. Alors là, il s'est décomposé. Et finalement, il m'a tout signé parce qu'il découvrait au fur et à mesure des choses qu'il connaissait pas, des pressages, etc. Il s'est pris au jeu. Mais voilà, c'est une maladie, hein, être complétiste comme ça. Il y en a, ils arrivent avec un album, ils se le font signer, ils rentrent tout contents et ils en parlent pendant 10 ans. Moi, je fais signer 20 trucs, je les classe, je mets des post-it, je date, je les oublie et c'est jamais suffisant, il faut que je passe à autre chose.
C'est une bonne maladie, moi je dis. Ouais. Il n'y a pas d'alcool, pas de drogue, mais de toute façon, je crois que l'être humain est obligé de compenser, d'avoir un vice ou une addiction, quelque chose comme ça. Je connais pas une personne qui n'ait pas une addiction ou un vice, que ce soit sain ou très malsain. Je crois qu'on a tous besoin de compenser quelque part. Moi, c'est les autographes, la chasse aux artistes. Et surtout, comme je suis un vieux de la vieille, je ne cours qu'après les artistes de mon adolescence. En 2024, c'est le moment ou jamais. Ça m'intéresse de moins en moins d'aller courir après les gens parce qu'effectivement, voilà, je me sens très mal quand je vais vers un gars de 20 ans, je lui demande un autographe, il y a quand même un décalage. En revanche, si j'ai Gary Holt devant moi, si j'ai Tom Hunting, si j'ai Scott Ian, si j'ai James Hetfield, c'est le moment ou jamais. Ces gens-là vont pas durer éternellement, quoi. Et alors, en parlant d'âge, je tiens à souligner qu'on fait cette émission le jour de ton anniversaire. Et je te souhaite joyeux anniversaire de vive voix. Merci. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir que ce soit immortalisé dans ce petit podcast ghetto, hein, très important. Ghetto. Mais effectivement, joyeux anniversaire encore, Laurent. Ben, merci beaucoup. Bon, je suis une pipelette, j'espère que je t'ai pas trop gavé. Jamais de la vie. Et je te dis, moi j'en redemande. Ok, ben avec plaisir. On trouvera toujours des sujets c'est sur sûr. le métal. Soit on va approfondir niveau batterie, soit on va approfondir sur l'histoire du on métal. n'a pas trop parlé de batterie, effectivement. Ouais, il y a beaucoup à en dire. Hein. C'est clair. C'est infini. Merci beaucoup, Laurent. Et merci. Puis, j'espère à très bientôt. Ouais. De visu. Oui, absolument. Merci Salut. beaucoup. Merci, Rachid.